Donc, dernier duo de cette table ronde, table ronde Cerema Lab, Stéphane Savarez, directeur général de Technocarbone, et Sylvain Léniel, directeur de développement au Cerema. Alors, j'ai compris qu'il y avait des différentes directions. Voilà, Normandie et Normandie et Centre. Centre-Val-de-Loire. Donc, Technocarbone, c'est né en marge de la COP23 pour développer et commercialiser un nouveau matériau, le CFS. Donc, un matériau composite bas carbone. Je vous laisse en dire plus. Oui, donc pour simplifier en français, on peut dire qu'il s'agit de pierre carbone. Alors, on a parlé de biomimétisme, là c'est plutôt du géomimétisme, puisque ce matériau combine à la fois un matériau tectonique des roches ignées, donc des silicates ferromagnésiens, granit, basalte, et l'élément de la vie, le carbone, mais sous sa forme fossile, c'est-à-dire on a retiré l'hydrogène et donc il ne reste plus que du carbone, et c'est la fibre de carbone. C'est aussi un oxymore, donc c'est pas non seulement un matériau tectonique, mais c'est aussi un oxymore, c'est-à-dire qu'on a le matériau le plus ancien et l'un des plus modernes, combinés dans le même matériau, et ça nous permet de retirer le meilleur de l'ancien et du nouveau monde, à savoir une excellente résistance, une durée de vie record, et on l'avait démontré l'année dernière au CSTB et cette année à l'IFREMER. Et donc c'est un matériau qui peut remplacer principalement l'acier et les métaux, qui sont de tous les matériaux ceux qui contribuent le plus aux émissions de CO2. Et peut-être plus tard une bonne partie de ce qui est fait actuellement en ciment. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons contacté le CEREMA en répondant à l'appel à projet sur la résilience des territoires et le climat. Voilà, donc en fait c'était il y a un an, donc on a quasiment fêté l'anniversaire là cette année. Alors le principe, nous ce qu'on a trouvé intéressant, je dirais, dans ce que proposait Technocarbone et le CFS, c'est l'étendue, je dirais, des domaines d'application possibles. Donc avec effectivement la première question, c'est vers quel, je dirais, cas d'usage on essaie plutôt d'orienter un peu le sujet. Donc on a eu pas mal d'échanges, je dirais au printemps et à l'été dernier. Et puis on a resserré, je dirais, les choses autour en fait de trois thématiques qui pouvaient présenter un intérêt. Voilà. Donc je ne sais pas, du coup, est-ce que tu Oui, bon, on peut en dire un peu plus sur le matériau. Donc j'ai déjà dit que c'était à la fois une combinaison de pierre et de fibre de carbone. Pourquoi? Pour arriver à un matériau composite stratifié en plusieurs couches qui a les propriétés suivantes. Donc très résistant à la corrosion et à la fissuration, qui sont, on va dire, les problèmes à la fois de l'acier d'une part et de la pierre. Et là, vous voyez sur l'essai qui est représenté ici, donc c'est une plaque de 20 cm par 60 cm sur une presse au CSTB. Et la plaque fait 15 mm d'épaisseur. C'est vraiment la même plaque que ce morceau en question. Et donc, en fait, on voit que ça se plie. Et donc, nous sommes les premiers à plier la pierre sans la casser. Donc, c'est pas juste pour le fun. C'est surtout que c'est la propriété qui permet à l'acier et au béton armé d'avoir le succès qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils résistent de manière élastique pour des déformations importantes, mais aussi, au-delà de la limite élastique, il y a un domaine élastoplastique, et donc c'est typiquement ce comportement qu'il fallait reproduire pour prétendre à la fois réparer ou remplacer ces deux types de matériaux. Or, on a également revu, grâce à des outils qui n'existaient pas il y a 20 ans, donc c'est pour ça que ce n'était pas faisable avant. Pourquoi est-ce que c'est nouveau? Parce qu'il y a 20 ans, on ne savait pas fabriquer ce matériau en utilisant 2 fois moins d'énergie, en le rendant 3 fois plus léger, et en émettant 10 à 20 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'il fallait à la fois des tissus carbone très performants. Il fallait avoir des outils de découpe de la pierre donc qui sont basés soit sur des disques diamants, soit sur des fils carbone enduits de diamant, donc qui coûtaient très cher il y a 20 ans et qui n'existaient pas il y a 40 ans.
Et enfin, pour les émissions de gaz à effet de serre, il fallait de l'électricité décarbonée, abondante. Et donc c'est ce qu'on a en France et en Suisse, et puis dans pas beaucoup d'autres pays en fait. Alors un exemple pour être concret, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer donc une poutre en acier, celle qui est représentée ici, donc c'est une poutre classique en H de 200 mm, par son équivalent en CFS, qui n'a pas tout à fait le même profil, donc ce qu'on appelle, ça ressemble un peu à des PRS, donc profil reconstitué soudé, et on arrive à faire 2 fois plus léger et 20 fois moins d'émissions. Et ensuite, on a breveté ça, et c'est reconnu par l'INPI comme une innovation. Donc on a un matériau innovant, écologique, et qui permet aussi de protéger les investissements, puisque comme on a une durée de vie bien supérieure, eh bien, on n'a pas besoin de rénover ni de réparer sur des très longues durées. Et donc c'est ça qui est intéressant, et donc qui a suscité, donc, notamment avec Cerema Lab, ces différents projets. Alors le premier projet que vous voyez, c'est un bâtiment qui lui est fait en BFUP, donc en béton fibré ultra haut performant, et notre premier partenaire était Lamoureux Ricciotti, et c'est eux qui ont réalisé ce bâtiment en BFUP. Et quand on leur a montré le CFS, ils ont dit « Ok, on a compris, le BFUP durable, c'est le CFS, en fait. » Parce que ça a pratiquement les mêmes propriétés et, évidemment, avec une empreinte environnementale beaucoup plus faible. Le troisième projet, c'est typiquement un projet qui a été là proposé par le CEREMA. C'est quelque chose dont nous n'aurions jamais eu l'idée. C'est la rénovation des phares et balises. Et Sylvain va pouvoir en parler plus que moi. Et puis la troisième idée, c'est un petit peu une idée qui est venue au cours des discussions, c'était, mais en fait, dans toutes les centrales de production d'énergie, on utilise beaucoup de métaux. Et si on remplaçait ces métaux par un matériau décarboné, non métallique, donc qui va avoir une durée de vie beaucoup plus élevée grâce à la suppression des problèmes de corrosion, et qui ne va pas avoir les problèmes de consommation énergétique et à la fois de sourcing, donc d'accès aux ressources naturelles, que l'on rencontre avec l'acier, le titane et d'autres alliages. Voilà. Donc ça fait partie effectivement des trois domaines qu'on avait identifiés. C'est vrai que quand on a vu effectivement les possibilités qui étaient offertes par ce matériau, on s'est dit qu'il y avait trois domaines qui étaient intéressants, je dirais, d'investiguer. Donc le domaine effectivement maritime, puisqu'on voit bien qu'effectivement la résistance à la corrosion du basalte, je dirais, ça fait pas débat, quoi. Donc par rapport à des contraintes effectivement en eau salée, atmosphère halogénée, etc. Donc avec différents usages possibles, qui peuvent être effectivement les balises, mais aussi évidemment tout ce qui est ouvrage de type portuaire, donc avec des pontons, des choses comme ça. Deuxième cas d'usage possible, c'est effectivement en bâtiment, donc effectivement Stéphane en a parlé. Et le troisième, c'est les ouvrages d'art notamment, puisque on voit bien qu'effectivement avec les propriétés, je dirais, tout à la fois élastiques et puis les caractéristiques, je dirais, internes aux matériaux, on peut envisager effectivement peut-être des réparations effectivement d'ouvrages d'art, des consolidations aussi d'ouvrages. Voilà, donc en fait c'est une palette d'utilisation possible qui est quand même assez importante, et toute la question, je dirais, a été d'essayer de définir en fait quels sont les sujets qu'on allait investiguer en priorité. Alors, il s'est trouvé qu'on avait effectivement une opportunité avec la tourelle de Goémorran, qui est située dans le golfe du Morbihan, qui était un site pour lequel il y avait effectivement des réparations à réaliser. Donc il y a un travail qui a été réalisé déjà par Stéphane avec le concours de l'Ifremer là, pour regarder déjà effectivement en tant que tel, quand on prend effectivement le matériau et qu'on le laisse effectivement dans un milieu salé, ce que ça donne, voilà, au bout d'un certain temps. Et puis l'étape d'après, c'est bien évidemment de tester donc sur un ouvrage tel que celui de Goémorran. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur cet ouvrage-là. On peut donner le calendrier. On prévoit de démarrer l'année prochaine. Voilà, c'est un chantier qui va durer 2 ans. Il y a une phase de préparation, et
le jeu des marées et des saisons étant ce qu'il est, on ne peut pas tout faire en un an, donc ça va prendre un certain temps. L'ingénierie maritime, c'est pas comme si effectivement on traverse la rue et qu'on regarde ce qui se passe sur l'ouvrage d'en face. Donc en attendant, on va s'occuper avec autre chose. Voilà, c'est ça. Et donc on s'occupe bien puisque donc on est en train de donc au niveau du CEREMA, donc à Rouen, on a une plateforme qui permet de réaliser des essais à l'échelle 1. C'est-à-dire qu'en fait, on reconstitue des morceaux de routes, de pistes aéroportuaires, d'ouvrages, des digues, etc. Donc à l'échelle 1, et où on peut tester effectivement en grandeur réelle différents types de sollicitations et de voir effectivement la réponse de l'ouvrage à ces sollicitations. Donc on a des hangars assez énormes, hein. On a aussi des espaces extérieurs qui permettent de faire ces expérimentations. Et donc en fait là, à l'heure actuelle, on est en train de réaliser en fait deux protocoles expérimentaux pour, je dirais, deux usages. Hein. Donc l'un étant un ponton. Là, je vais te laisser peut-être en parler. Donc notamment, enfin l'idée étant au final de voir comment on peut avoir ce cas d'usage de ponton vraiment, comment dire, en situation réelle dans un port, hein, un port de plaisance, voire un grand port maritime. Et puis, mais ça nécessite effectivement d'avoir des premiers essais qui puissent être réalisés, je dirais, en conditions en conditions de terrain, hein, donc pas uniquement sur du numérique. Hein. Évidemment, à un moment donné, il faut savoir comment se passent, je dirais, les phénomènes dans la vraie vie. Donc, on a cette possibilité de tester ça sur notre site de Rouen. Et deuxième chose, c'est l'utilisation sur les ouvrages. Mais au-delà des ouvrages, c'est comment une ossature qui est faite en CFS peut permettre effectivement d'avoir des caractéristiques suffisantes pour pouvoir envisager, par exemple, on a un gros problème à l'heure actuelle, c'est le zéro artificialisation nette. Donc globalement, on va plus pouvoir urbaniser, enfin on peut pouvoir, je dirais, développer la consommation de terre comme ça pour des besoins d'urbanisation. Donc il va se poser la question de l'intensification, je dirais, des usages, notamment des entrepôts logistiques ou plus globalement, je dirais, de tout type d'activité industrielle. Et là, potentiellement, le CFS en tant que matériau bas carbone peut jouer un rôle, je dirais, en remplacement éventuellement de poutrelles béton, ou de rehausse, je dirais, de bâtiments existants, ou éventuellement de création d'une plateforme supplémentaire qui permette effectivement d'avoir, je dirais, deux étages là où il y en a qu'un. En fait, voilà. De superposer des étages. Superposer des étages, tout à fait. Oui, donc si on boucle sur l'architecture, et je veux revenir à l'exposé précédent, effectivement, il y a d'une part un enjeu d'adaptation au changement climatique par ces façades donc qui protègent des façades vitrées qui ne sont plus adaptées au climat chaud qu'on va avoir 4, 5, 6 mois par an, même au nord de la France. D'où l'idée de rajouter à l'extérieur des façades en verre une structure autoportante donc qui n'est pas supportée par le poids du bâtiment mais qui est bien autosupportée et qui est constituée par ces panneaux horizontaux soutenus par des poteaux verticaux. Et donc ça, c'est ce qui est fait actuellement en BFUP. Effectivement, il faut un matériau léger parce qu'il faut une certaine transparence pour laisser passer la lumière sans qu'il y ait trop d'éclairage direct et avoir aussi une résistance aux événements climatiques extrêmes, parce qu'on peut avoir des mini-tornades en France, chose qu'on ignorait pratiquement. Et donc, on a besoin de quelque chose de résistant et qui se supporte soi-même à l'extérieur. Aussi bien pour ces façades vitrées d'immeubles tertiaires, mais aussi lorsqu'on pense à une rénovation thermique de bâtiments de résidence. On a des toits plats qu'il va peut-être falloir transformer en toit vert, voire toit vert photovoltaïque. On a une rénovation par l'extérieur, sur-isolation par l'extérieur, dans laquelle il va falloir rajouter une inertie thermique et peut-être renforcer la structure du bâtiment puisqu'on va vouloir ajouter 1 ou 2 niveaux. Et ce matériau peut permettre de réaliser ça de manière beaucoup plus écologique que si on le faisait en métal ou même en bois.
et avec aussi une augmentation de durée de vie, une protection de l'existant. Et je reviens à mon idée de protection des investissements sur la durée, puisque une des préoccupations à la fois des bailleurs fonciers, mais aussi des autorités portuaires, donc des collectivités locales, c'est que leur budget d'investissement est réduit constamment par l'augmentation des budgets de maintenance. Donc avoir recours à ce type de matériaux permet de résoudre une partie des questions de maintenance. Voilà, parce que vous faites des économies en maintenance. Dans Donc, la solution précédente. Exactement. Et puis je dirais que par rapport à l'une des interventions, l'une des questions qu'il y avait ce matin, sur le fait qu'effectivement, plus on a de corps d'État qui interviennent, avec, je dirais, chacun va apporter. Alors il y a le plaquiste, il y a celui qui va faire l'isolation, bon limite des fois c'est le même. Il y a celui qui va faire effectivement la structure, il y a celui qui va faire l'électricité, etc. Là, l'intérêt aussi de ce type d'approche, c'est que ça permet d'avoir un matériau qui soit un peu unifié, quoi, quelque part. Donc en fait, avec une mise en œuvre peut-être plus simple. Qui sera plus facile à déconstruire ensuite, puisqu'on sera plus monoproduit, Voilà. c'est ça? Oui, c'est ça, plus modulaire, et donc avec quelque part des briques qui sont empilées, donc une facilité aussi en termes de calpinage, etc. Enfin, donc, c'est vrai qu'il y a des études à faire sur la démontabilité, la réutilisation en fin de vie. Donc un beau projet aussi d'économie circulaire à écrire. À construire. Absolument. Et je dirais qu'on a certainement quelques mois et quelques années, peut-être encore de travail de recherche partenariale à faire ensemble. Oui, vous êtes un peu le dernier né des partenariats qui ont été présentés aujourd'hui, mais il y a du chemin encore à parcourir. Je pense qu'effectivement, il y a encore, vu les cas d'usage possibles, je crois qu'il y a effectivement encore pas mal de sujets sur lesquels on pourra travailler. Eh bien, écoutez, merci.